et je suis prêt à vous écouter avant d'arriver à la loi 106 tout à l'heure. Ouvrez les lumières. Avez-vous des questions sur la fracturation hydraulique, sur le gaz de schiste, sur les calculs que je vais présenter? Ceux qui sont près de la rivière de Canto, est-ce qu'on est moins à risque d'avoir ces puits d'eau? Vous êtes plus à risque parce que vous êtes près d'une rivière. Les compagnies cherchent beaucoup d'eau. En étant près d'une rivière, ils peuvent aller puiser dans la rivière leur eau qu'ils utilisent pour la fracturation. Mais ça vaut pour toute la paroisse ou bien juste ceux? Parce que nous, on est près de la écoutez, c'est sûr que si la compagnie, elle va aller là où il y a le moins de résistance. S'il y a quelqu'un qui a envie de faire affaire avec les gazières, eh bien, il va prendre entente avec ce propriétaire-là. Et puis, ils vont forer cet endroit-là. Mais sauf qu'ils vont réfléchir un peu plus loin d'avance. Ils vont se dire, oui, mais après, il faut que j'aille chercher mon eau, il faut que j'aille chercher mon sable, etc. C'est-tu faisable? S'ils pensent que c'est faisable, ils vont aller là. Ils n'iront pas sur le bord de la rivière nécessairement. Mais la première idée qu'ils ont, ça serait d'aller sur le bord de la rivière. Parce que ça va leur coûter bien moins cher d'amener l'eau, que ce soit par camion ou par un aqueduc. Parce qu'ils ont besoin de très grande quantité d'eau. Là, ils disent qu'à moins que, là, je ne connais pas le réseau d'aqueduc municipal, parce que ça s'est vu avec Encourt, qu'ils allaient puiser à même le réseau d'aqueduc. Ça aussi, ça se fait là. S'ils ont une entente avec la municipalité, sauf que ce qui s'est vu aussi, comme à Wotton, c'est qu'ils ont pris l'eau municipale puis il y a manqué d'eau dans la municipalité. Il y a des municipalités qui n'ont pas énormément d'eau non plus. Là. Puis surtout que vous puisez de l'eau souterraine en partie. Il ne faut pas assécher la nappe phréatique. Il ne faut pas que la nappe phréatique diminue. Oui? C'est quoi leur façon de faire pour approcher les propriétaires? Il y a des landmen, comme on appelle, c'est des représentants de l'entreprise qui sont habitués de faire ça. En général, c'est toujours les mêmes. Il peut en avoir peut-être un par chaque compagnie. Et puis, ils vont rencontrer les propriétaires, puis ils essayent de se nouer des amitiés avec ces gens-là. Et à un moment donné, ils leur font signer des contrats. Et lorsque c'est un contrat souvent de gré à gré, comme on dit, donc c'est un contrat qui peut être d'une durée de 20 ans, d'où il est difficile de s'en sortir, parce que souvent il y a des clauses de confidentialité. Tu ne peux pas vraiment, une fois que tu as dit oui, tu as dit oui. Mais comment ils font? Je pense qu'ils font le plus simplement possible. Ils vont rejoindre le propriétaire, ils vont leur demander, êtes-vous intéressé à C'est avoir... la somme qui est importante, qui est intéressante sur le propriétaire? Bon, ils ne peuvent pas aller trop haut. Ce que je veux dire, c'est qu'on a déjà tombé sur quelques contrats. Ce n'est pas des sommes faramineuses. Peut-être que c'est un peu plus que ce que le maïs pourrait produire, évidemment, là, sur un hectare. Ça va être plus que ça. Mais ce n'est pas beaucoup plus. Et puis, ils ne veulent pas non plus créer de précédent, parce que s'il y en a un qui parle à l'autre, il peut y avoir un enchère à la hausse. Mais c'est pour ça que moi, j'aime ça faire des calculs pour vous dire, maintenant vous avez un terrain de tant d'hectares, c'est combien ça représente pour la compagnie. Donc là, vous pouvez négocier un peu mieux avec la compagnie. Sinon, la compagnie va vous dire, ben signez ça. T'apprends ou à laisser. Sinon, je vais avoir un autre. Les voisins. Les voisins, c'est ça, ils vont aller voir un voisin. Surtout si ils ont déjà passé dans le rang. Parce que quand je vous ai montré les levées sismiques tout à l'heure, tous les puits qui ont été forés jusqu'à maintenant sont à proximité de ces levées sismiques-là. Pourquoi? Parce qu'en ayant un levé sismique, ils savent les roches qui sont en dessous. Fait qu'ils se gourrent moins, on peut dire. Il y a moins de probabilité d'incident en étant proche des levées sismiques. Oui, François? Moi, je veux dire, les voisins. Admettons, mon voisin accepte, là. Moi, il s'en vient chez nous par en dessous. Vous risquez d'être contaminé un jour à cause du voisin. Et le voisin ne se fera pas aimer, évidemment, si ça devait arriver. Oui, surtout s'il y a un impact au niveau municipal, là, ça va aller mal. C'est quoi l'avantage pour une personne? Pour une personne? Pour une personne de dire, oui, je suis quand même pour signer le contrat, c'est juste une question d'argent. C'est une question d'argent. C'est une question d'argent. Ou alors, c'est un... Il y a peut-être quelques personnes qui se disent, ben oui, on avait du gaz naturel. Parce qu'au tout début, ici, à Vallée-du-Sénat, ils disent, ben, le gaz naturel, on connaît ça. Il y en a eu à Yamachiche, il y en a eu à Batiscan, il y en a eu un peu partout. Et puis, il n'y a pas de problème. Sauf que ce n'est pas du gaz naturel conventionnel. C'est du gaz naturel issu de la fracturation
en ayant fait péter la roche dans le sous-sol, etc., comme je vous l'ai raconté. Fait que quand les représentants des compagnies se sont présentés auprès des agriculteurs ou des propriétaires, ils disaient, bon, c'est du gaz naturel, faites-vous en pas, c'est pas dangereux. Ils n'étaient pas au courant. Il y en a plusieurs qui ont signé et qui l'ont regretté parce qu'ils n'étaient pas au courant des implications de la technologie. Mais, pour répondre à votre question, je pense que oui, c'est la bas du game. Je ne vois pas beaucoup d'autres choses qui pourraient les intéresser parce qu'ils risquent de perdre leur eau. S'ils ont des puits, ils risquent de les perdre. Ouais. Comme ça se Fait voit. perdre ceux des voisins aussi. Ben, là, les voisins, peut-être que les voisins sont loin, ou peut-être que la personne qui leur a dit oui ne vit pas sur sa terre. Il y a ça, il y a ce phénomène-là aussi. Là. Il y a l'accaparement des terres, il y a des problèmes de concentration des terres. Il y a des gens qui ne vivent pas nécessairement sur place. On peut passer à la pause, puis on reviendra après pour, dans 10 minutes. Dans là, une dizaine de minutes. Une dizaine de Il y minutes. a moins 5, on reprend tout de suite. Il me reste 20 minutes. Là, j'ai du café, du feu, puis j'ai des petits biscuits. Alors, si vous voulez passer ici. C'est sanctionné le 10 décembre 2016 dans la nuit du Bayon, comme on l'appelle, à Québec. Donc, quels sont l'article le plus important? C'est l'article numéro 23. La loi sur les hydrocarbures, dont le texte figure au présent chapitre, est édictée. C'est une loi qui a 24 articles, mais l'article 23 contient plus de 250 sous-articles, si on peut dire. Le gros de la loi, là, il y a la loi sur la transition énergétique, il y a quelques modifications législatives et il y a la loi sur les hydrocarbures qui finalement prennent les 2 tiers, sinon les 3 quarts de la loi 106. Donc, les principes de la loi. La présente loi a pour objet de régir le développement et la mise en valeur des hydrocarbures, tout en assurant la sécurité des personnes, la protection de l'environnement et la récupération optimale de la ressource, et ce dans le respect du droit de propriété et en conformité avec les cibles de réduction des gaz à effet de serre. Ça, je ne vois pas comment on peut aller chercher du carbone sous forme de gaz naturel dans notre sous-sol, donc une énergie fossile, la soutirer, possiblement la brûler, l'envoyer dans l'atmosphère et dire qu'on ne va pas modifier nos GES. Ça m'apparaît complètement aller à l'encontre de nos cibles de réduction de GES. Mais c'est annoncé dans la loi. Et il y a le terme récupération optimale. Qu'est-ce que ça veut dire? Récupération optimale, on pourrait lire ça comme étant, ben écoutez, si vous ne faites pas de fracturation hydraulique, vous n'allez pas sortir grand gaz du sous-sol. Donc, il faut que vous fracturez de manière avec la fracturation hydraulique pour aller chercher le maximum de gaz. C'est ce que dit la loi aussi. Il y a des articles qui le mentionnent plus clairement. Il y a eu un amendement le 16 novembre 2016. On a après, parce que l'opposition travaillait fort pour essayer de modifier la loi. Au début, elle n'en voulait pas, la loi, mais à un moment donné, l'étude avançait, puis c'est l'étude, comme on dit, article par article. Puis est arrivé, à un moment donné, un ajout. Et puis l'ajout, ça concerne les communautés autochtones. Je vous le lis ici. C'est maintenant l'article 5. La présente loi doit s'interpréter de manière compatible avec l'obligation de consulter les communautés autochtones. Le gouvernement consulte les communautés autochtones de manière distincte lorsque les circonstances le requièrent. C'est pas une grosse affaire. Avant qu'il y ait cet amendement-là, le mot autochtone aux Premières Nations n'apparaissait nulle part dans la loi. Et ça, c'est quand même un problème là, quand on oublie ceux qui nous ont précédés. Article 7. Au niveau de la découverte de gaz. Je ne sais pas pourquoi, mais on parle du gaz. Si on découvre du pétrole, il n'y a rien qui est indiqué dans la loi. La loi est vraiment pas tout à fait bien arrangée selon moi. C'est-à-dire que toute personne qui découvre dans son terrain du gaz dont le débit est continu doit, avec diligence, en aviser le ministre par écrit ainsi que la municipalité locale, etc. Donc,
Si vous voyez des ballons qui sortent de votre marécage, et puis que vous pouvez mettre une allumette et que vous voyez une flamme, de tout lieu de croire que c'est du gaz naturel, c'est du méthane qui sort de là. Si vous avez ça, il faut que vous avertissiez le ministre. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que cette découverte-là va faire partie d'un registre foncier qui va être consulté par les notaires et qui vont éventuellement apparaître dans les droits de propriété et les droits de transfert de propriété. Donc là, vous risquez d'avoir, on dit, une dévaluation possible de votre terrain. Et c'est ça qui est un petit peu paradoxal dans cet article-là, c'est que vous êtes tenu de le faire, si vous le découvrez. Autre article qui concerne les anciens puits. Vous creusez, on sait que les anciens puits sont enterrés à environ 3 pieds, 1 mètre, 1 mètre et demi. Si vous découvrez dans votre terrain un puits, vous devez avec diligence en aviser le ministre par écrit, le ministre inscrit au registre foncier, etc. Bon, c'est la même chose. Si vous découvrez un ancien puits, que vous ayez été propriétaire ou non, que vous en ayez été au courant ou non, c'est que vous devez aviser le ministère. Donc, là aussi, ça va apparaître dans un registre. Heureusement, à Saint-Sylvain, comme je vous l'ai dit, il est très peu probable qu'il y ait des puits abandonnés. Mais si on regarde à Trois-Rivières, par exemple, on en a plus d'une centaine. Il y a certaines localités, à Bécancour, il y en a plus de 50. Donc, ça peut arriver. Exclusion. Tantôt, je vous ai dit que la loi sur la loi sur les mines, on pouvait exclure des terrains. C'est vrai aussi du domaine des hydrocarbures. C'est vrai, mais pour peu de choses. Ne peut faire l'objet d'une licence un site géologique exceptionnel, un terrain utilisé comme cimetière ou comme cimetière autochtone. Il y a 3 possibilités. Dans le cas des sites géologiques exceptionnels, il n'y en a pratiquement pas là, sur la rive sud du Saint-Laurent. Il n'y en a pas. Là. On ne peut pas imaginer ça. Des cimetières, oui, il y en a. Mais c'est des petites surfaces, c'est quelques hectares. Les cimetières autochtones, je ne sais même pas s'il y a un répertoire, un inventaire des cimetières autochtones. Mais chose certaine, ce sont des endroits où c'est exclu. Et il y a un autre article qui dit aussi que là où il y a une rivière qui pourrait produire de l'hydroélectricité, c'est exclu aussi des licences des gazières et des pétrolières. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure demeure vrai, malgré le fait que certaines exclusions qui m'apparaissent plutôt mineures. Quels sont les droits des titulaires de ces licences-là? Les droits d'exploration, de production et de stockage, etc., constituent des droits réels immobiliers. Ces droits réels immobiliers constituent une propriété distincte de celle du sol sur lequel ils portent. Donc, si une compagnie a une licence, comme on l'a vu tantôt avec la compagnie Repsol, c'est un droit immobilier, donc elle peut, à juste titre, dire à un banquier ou à un autre partenaire dans l'industrie, moi ça m'appartient, je pense que ça vaut tant, ça te tente-tu de faire un deal avec moi? Ou de me prêter de l'argent s'il s'agit d'une banque. C'est comme un permis de taxi un peu. Notre permis d'assurance, notre permis de conduire ne permet pas, il n'y a pas un droit réel immobilier, on ne peut pas le transiger, mais ça, c'est des permis qu'on peut transiger. Et les compagnies ne se gênent pas pour le faire. La licence d'exploration, eh bien, le ministre, dans le choix du territoire visé par un processus de mise aux enchères, tient compte des demandes qui lui sont adressées. C'est que là où il n'y a pas de permis, comme par exemple en Estrie. Présentement, en Estrie, il n'y a pas de permis de recherche d'hydrocarbures, de licence, qu'on dit maintenant. Eh bien là, s'il y a des compagnies intéressées, ça va se faire aux enchères. Mais comme il est indiqué ici, là, souligné, ne peut faire l'objet d'une enchère un territoire qui fait l'objet d'une licence d'exploration, de production ou de stockage. Grosso modo, quasiment la meilleure partie des terres du sous-sol qui contiennent du gaz ou du pétrole au Québec, comme j'ai dit, plus de 50 000 km², et bien cet article-là, il ne tient pas. Il tient juste pour les terrains où il n'y a pas déjà de permis. La licence d'exploration donne à son titulaire le droit d'extraire des hydrocarbures, de n'importe quelle manière.
et d'en disposer ou d'utiliser un réservoir souterrain pour une période d'essai. Et le gouvernement détermine par règlement, etc., les conditions. Là, je vous l'ai mis en rouge. Le gouvernement détermine par règlement. Ces règlements-là, on ne les a pas. La loi a été adoptée au mois de décembre, mais les députés qui ont voté pour ou contre n'avaient pas les règlements pour en juger. Et ça, c'était quand même un problème. C'est une loi où on retrouve à plus de 100 reprises cette phrase-là. Et on a appris dernièrement que la loi fait peut-être, je l'ai ici en avant, peut-être 80 pages, mais les règlements en font 400. Et ces règlements-là, on n'a pas accès. Et c'est là, dans le détail, qu'on peut juger de la loi, finalement. La période de validité de la licence d'exploration est de 5 ans. Le ministre la renouvelle pour les périodes et aux conditions que le gouvernement détermine par règlement. Toujours la même ritournelle. Bon, ça, je voulais indiquer, c'est ce que je viens de vous faire. On avance, comité de suivi, article 28. Le titulaire de licence d'exploration, donc ici la compagnie Repsol, constitue un comité de suivi pour favoriser l'implication de la communauté locale, ça c'est vous ça, sur l'ensemble du projet d'exploration. Les membres du comité sont choisis selon le processus déterminé par Repsol et approuvé par le ministre. Il détermine, le titulaire, le nombre de membres qui composent le comité. Tous doivent provenir de la région où le territoire de la licence se situe. Et le gouvernement détermine par règlement, etc. Donc, le comité de suivi, c'est la compagnie Repsol qui le forme. Et là, il va devoir choisir un agriculteur, un représentant citoyen, on ne sait pas comment il va le choisir, un représentant du monde municipal, un représentant du monde économique et un représentant du milieu autochtone s'il s'avère qu'on est dans un territoire revendiqué par les Premières Nations. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, parce qu'il existe des comités de suivi à Gaspé et à Anticosti, on s'est rendu compte que ça marche un certain temps, mais après un an ou deux, là, ça se déglingue, si on peut dire. Donc, ces comités de suivi-là, formés par l'industrie, moi je ne vois pas en quoi là, ça va vraiment aider les choses. L'accès au territoire. Ça, l'article 30 a été modifié la nuit du baillon. Et elle dit que le titulaire d'une licence a droit d'accès au territoire qui en fait l'objet. C'est logique d'un certain sens. L'État loue en quelque sorte les droits du sous-sol à une compagnie gazière et la compagnie gazière a accès à tout ce territoire-là. Mais ce qui a été rajouté à la dernière minute, c'est à défaut d'avoir une entente entre le propriétaire du terrain qui est au sol, là, du terrain en surface, s'il n'y a pas d'entente, le titulaire ne peut accéder au territoire. Le titulaire, c'est Repsol. Donc, j'ai indiqué dans le bas, est-ce que c'est un gain ou pas un gain? Oui, c'est un gain parce qu'au début, dans le projet de loi, la compagnie avait tous les droits de passage, d'accès. Que vous disiez oui ou non, là, c'est ah, on passait. Là, il faut qu'il y ait une entente entre le propriétaire et la compagnie gazière. C'est quand même intéressant, mais c'est pas mieux que l'ancienne loi des mines, qu'on disait qui était une loi désuète qui datait d'un siècle. Là, on se retrouve finalement dans la même situation. Le Code civil du Québec a été modifié à l'article 951 qui dit que la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous. Ça, c'est quand même important aussi. Le Code civil, en général, il est là pour nous protéger. Il est là pour faire en sorte que les choses se passent bien dans nos communautés, dans nos sociétés. Par contre, le propriétaire peut faire toutes les constructions, etc., mais il faut qu'il tienne compte des droits sur les mines, les hydrocarbures, les nappes d'eau et les rivières souterraines. Il y a quand même des choses que le propriétaire ne peut pas faire. Et là, le Code civil, la loi a été amendée pour tenir compte de la présente loi des hydrocarbures. L'expropriation. On en a parlé beaucoup. Mais qui en a parlé beaucoup? Le ministre Arcan, ministre des Énergies. Il disait, inquiétez-vous pas, il n'y aura pas d'expropriation.
c'était dans la loi, puis les gens étaient alertés, puis les gens étaient inquiets, les propriétaires ont dit, puis même la Chambre des notaires était inquiète. Ça disait finalement que s'il n'y a pas d'entente, là on est à l'étape, il y a eu l'exploration, la fracturation, là on est à l'étape du raccordement avec le gros gazoduc, puis l'exploitation. Et là, le titulaire de la licence de production, elle doit prendre une entente avec le propriétaire. Si l'entente ne se fait pas, la compagnie peut exproprier le propriétaire, comme il s'est fait à Forillon à une époque, ou à Mirabel. Mais ça, cette situation-là, elle n'arrivera pas. C'est bien simple. Parce que, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure dans mes diapos, quand je vous ai montré les petites plateformes de 1 hectare qui étaient sur le territoire, ça se fait à l'exploration. Il y a déjà une entente avec le propriétaire. Le propriétaire, il dit oui, oui, pas de problème, viens forer. Il fore, ensuite il fracture, et après, il n'y a pas d'autre étape de production. La seule autre étape, c'est de raccorder un gazoduc. Si c'est déjà raccordé un gazoduc, il ne pourra pas avoir d'expropriation. La plateforme ne va pas déménager dans le ciel. Et comme je vous l'ai indiqué, la superficie est tellement petite au sol que la compagnie Repsol ou un autre pourrait dire ben moi, je vais me louer un terrain dans le parc industriel ou je vais aller quelque part dans le domaine de l'État, dans un petit coin de forêt, là, puis je vais prendre une entente avec le gouvernement, puis allons-y, je mets ma plateforme-là et il n'y aura pas d'expropriation. Oui, une question derrière? Oui, pour qu'il fasse le gazoduc, il faut payer la commission des propriétaires. Oui, et là, là, il y a 2 autres personnes, peut-être 3 autres organismes. Il y a le CPTAQ qui va donner son assentiment. Il y a également la Régie d'énergie qui va devoir donner son OK. Et il y a les propriétaires qui sont dans la ligne du gazoduc. Là aussi, il y aura des ententes qui devront être prises. Mais c'est des choses qui se sont déjà faites et qui pourraient encore se faire. On sait que la CPTAQ, elle a dit oui à toutes les demandes des compagnies gazières jusqu'à maintenant, pratiquement. Si je regarde les 100 derniers jugements, là, ça a été favorable aux gazières. Donc, de ce côté-là, on ne peut pas s'attendre à grand-chose. Du côté de la Régie de l'énergie, ben là, ça va être des nouveaux règlements, des nouvelles modalités. On ne sait pas comment si la Régie de l'énergie va protéger le propriétaire. Moi, je ne crois pas vraiment. La Régie de l'énergie va regarder si c'est sécuritaire et puis c'est à peu près tout. Donc, il reste les propriétaires qui devront se battre, comme on l'a vu dans le pipeline d'Ultramar sur la rive sud. Il y a fois des propriétaires qui se disent ben non, je ne veux pas que ça passe sur mes terrains, surtout les agriculteurs ou même ceux qui ont des érablières, etc. C'est ce que je pourrais répondre pour le moment. L'expropriation, ce n'est pas un problème selon moi. Oui, encore une question? Oui. Le cultivateur, tu vois passer sur le gazoduc? Non. Ça, c'est hors de question, à moins d'avoir de la machinerie qui est vraiment pas pesante. On ne peut pas utiliser, on ne peut pas faire passer des drains, là, ça, on ne peut pas. Là, dès que ça dépasse une certaine profondeur, il ne peut pas arriver avec de l'équipement lourd. Donc des tracteurs très lourds, des moissonneuses batteuses, on ne peut pas passer au-dessus d'un gazoduc. Donc là, ça cause des problèmes. Ils sont obligés de changer complètement leur superficie agricole, changer un peu les cultures qu'ils vont devoir faire. Puis au-dessus même, il n'y a pas moyen de rien faire pousser. Il n'y a pas moyen de faire pousser des arbres. Là. On ne peut pas. C'est exclu. La complétion. Ça, c'est un terme qu'on retrouve dans le domaine. 5 minutes? Ouais. Oui. Dans le domaine gazier, c'est l'étape où on passe de l'exploration à la production. On appelle ça la complétion. Grosso modo, là, c'est on raccorde la tête du puits au gazoduc s'il s'agit du gaz ou à l'oléoduc s'il s'agit du pétrole. Et là, ça dit, sauf s'il procède par facturation, le titulaire d'une licence qui complète un puits par stimulation physique, chimique ou autre doit être titulaire d'une autorisation de complétion. Donc là, on fait une distinction entre les procédés qui utilisent la fracturation et ceux qui n'utilisent pas la fracturation. Et ce qui est apparu dans la super nuit du 9 au 10 décembre,
c'était ces articles-là, 87, 88, 89, où là, il est question de fracturation. Parce que le ministre Arcand disait tout le temps aux députés de l'opposition, ben non, il n'y en est pas question de fracturation, c'est de la stimulation. Ben oui, mais les autres disaient c'est la même chose, pourquoi ne pas l'écrire clairement? Finalement, dans le texte de la loi, c'est écrit « Titulaire d'une licence qui réalise des travaux de fracturation doit être titulaire d'une autorisation de fracturation par le ministère de l'Énergie. » Donc, c'est comme s'il y avait un autre formulaire à répondre, là. Mais à peu près tout, parce que tout le reste, ça dit, bon, ben, doit quitter les droits, etc. Puis là, qu'il y a un règlement qui va, le gouvernement détermine par règlement les conditions de cette autorisation, etc., etc. Donc, on n'apprend pas grand-chose, mais on sait, à tout moins, que ce qu'on craignait est là. C'est-à-dire que la loi permet la fracturation hydraulique ou autre. Un autre article, c'est l'article 138. Pour faciliter l'exercice de toute activité relative à l'exploration, à la production ou au stockage d'hydrocarbures, le ministre des Transports peut, avec l'autorisation du gouvernement, construire, modifier ou entretenir tout chemin d'accès. Et ça, il faut le faire. C'est comme si on disait aux compagnies gazières et pétrolières, nous, on est là, on va vous aider. C'est vraiment un article de loi qui permet au gouvernement d'aider l'industrie à s'implanter. Et même en ce qui concerne la coupe d'arbres, là aussi, même le gouvernement peut aider à couper les arbres et peut faire en sorte que ces arbres-là, il n'y a pas de redevance au gouvernement si la compagnie coupe les arbres. C'est ce que j'appelle la facilitation du gouvernement. Et c'est pour ça que... autre chose, les droits acquis. Dans la loi sur les mines, qui a été refaite en 2013 sous la ministre Ouellette, les MRC, dans leur schéma d'aménagement, pouvaient exclure des zones, comme on l'a vu, comme ici, là, je veux dire, le centre du village, là, on peut l'exclure. Et il y a la même chose, le même paragraphe dans la nouvelle loi sur l'hydrocarbure. C'est-à-dire que tout hydrocarbure se trouvant dans un territoire incompatible avec l'exploration ou le stockage d'hydrocarbures, délimité dans un schéma d'aménagement, est soustrait à toute activité d'exploration, de production et de stockage d'hydrocarbures. Et là, tu vois un peu plus bas, et qu'est-ce que c'est écrit? Ce premier paragraphe ne s'applique pas aux hydrocarbures dont l'exploration, la production ou le stockage est déjà autorisé par une licence. Donc, partout où il y a des baux d'exploitation ou des licences d'exploration, comme c'est le cas ici, à 100% du territoire, eh bien, vous ne pouvez pas exclure des zones. Et ça, les municipalités ne l'ont pas vu, malheureusement. Et c'est pour ça que, comme on le voit ici sur le schéma, que ce soit les chemins d'accès ou autre chose, c'est comme si la loi 106, qui renferme la loi sur les hydrocarbures, faisait en sorte que ça bulldozait vraiment le territoire agricole, faisait en sorte qu'on déroule un peu le tapis à l'industrie. Il y a eu quelques réactions. Je vais passer sur la Chambre des notaires, mais celle des Premières Nations. Juste vous lire 2-3 commentaires. Ici, par le projet de loi 106, le gouvernement du Québec confirme autant son incompétence que son arrogance en ce qui a trait à la gestion du territoire et des ressources que les Premières Nations souhaitent pourtant partager dans le respect et l'harmonie avec l'ensemble des Québécois. Encore une fois, un processus de consultation bâclé et vicié. En fait, ils n'ont même pas été véritablement consultés. Donc, ça, c'est ce qui a été dit le 16 août 2016. Évidemment, il y a plusieurs recours légaux, batailles légales qui s'en viennent avec les Premières Nations. La Fédération québécoise des municipalités a dit, ben écoutez, là, il n'est pas question de passer par-dessus nos compétences. Nous avons demandé un moratoire de 5 ans sur la fracturation hydraulique sur l'ensemble du territoire et nous y tenons, disait le président de la FQM. Malheureusement, depuis le mois de septembre, on n'entend pas beaucoup. On aimerait ça, je serais bien curieux de savoir si leur position est demeurée aussi ferme à l'heure actuelle. Dernier intervenant, l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, demande au gouvernement de soustraire entièrement la zone agricole. Donc ça sauverait finalement
la municipalité de Saint-Sylvestre, parce qu'on est en zone agricole, mais c'est demeuré lettre morte. On a vu que ça, c'était au mois d'août. Quand la loi a été adoptée au mois de décembre, il n'était pas question de soustraire du territoire pour l'agriculture. Donc, l'UPA n'a pas gagné la partie. Au mois de septembre, il y avait eu des amendements et puis l'UPA disait encore le gouvernement ne répond malheureusement pas aux demandes des producteurs agricoles et forestiers, même s'ils seront les premiers confrontés au développement des hydrocarbures. Donc voilà. Donc en terminant, les deux parties, si on peut dire, et avant d'écouter Denis Gendron, je voulais juste vous signaler que si on veut que les choses avancent, il va falloir qu'on compte sur nous. Et ce que disait un historien des sciences dans un livre, il dit « L'immense majorité des avancées, que ce soit en 1800 ou aujourd'hui, sont advenues à la suite de mobilisations extérieures au système officiel de régulation. » Ça veut dire les gouvernements, etc., les institutions. Pour qu'un progrès émerge, pour que la précaution advienne, il est préférable qu'existe une contestation extérieure à l'ordre expert, industriel, technologique, qu'on pourrait rajouter, et régulateur. Donc, je vous laisse là-dessus et à moins que vous ayez quelques questions, je laisserai la parole à Denis Gendron. Si vous avez des questions sur la loi, c'est le temps, on peut ouvrir la lumière. De passer outre les notaires, où en sont-ils rendus avec ça? Si moi je veux parler à mon notaire de ma propriété avec les possibilités des fracturations, qu'est-ce qu'ils me répondent? La première chose qu'il peut regarder, c'est est-ce qu'il y a une licence d'exploration sur le territoire qui inclut votre propriété? Rapidement, il va venir à la conclusion que oui. Okay. Donc, il peut vous faire un affidavit ou un document qui atteste qu'il y a une licence d'exploration sur votre lot qui concerne votre lot. Et ça a commencé à se faire dans la région de Saint-Hyacinthe parce que les gens voulaient des titres, des bons titres, comme on dit, là, voulaient être certains de la situation. Et ça a embourbé la Chambre des notaires de Saint-Hyacinthe. Okay. Parce qu'il faut imaginer qu'il faut qu'ils le fassent pour chacun des lots. Puis il y a plusieurs municipalités au Québec. Sinon, la Chambre des notaires, elle avait dit que l'expropriation, c'était exagéré. Elle n'est pas revenue vraiment sur cet élément-là suite à l'adoption de la loi. J'ai l'impression que la Chambre des notaires regarde ça et elle doit se dire, c'est pas ce qu'on aurait désiré, mais c'est ça qui est ça. Il ne faut pas compter, je crois, sur la Chambre des notaires pour faire en sorte qu'il y ait une mobilisation autour de la question de la loi sur les hydrocarbures. Okay. Oui. Sur le bureau d'assurance du Canada, comment il se prononce sur la facturation et le développement des gaz de schiste? Probablement qu'ils doivent surveiller le dossier de très près. Je sais que les conséquences climatiques de l'exploitation gazière et pétrolière au Canada les inquiètent et déjà ils prévoient des scénarios pour essayer de faire en sorte qu'ils ne soient pas mal pris. Parce qu'il y a des réassureurs qui assurent les assureurs pour pouvoir payer, comme on a vécu dernièrement, des problèmes avec des inondations, des choses comme ça. Et déjà, ils ont déjà émis des directives qui leur viennent d'en haut, comme j'ai tendance à dire, des réassureurs qui leur disent, écoutez, il va falloir que soit vous allez avoir des primes plus importantes auprès de vos assurés, parce que vous n'arriverez pas, parce que plus ça va aller, plus ça va vous coûter cher. Donc, le bureau, le BAC, comme on l'appelle, est peut-être à une étape où ils émettent des directives générales. Est-ce qu'ils vont prendre une position publique? Est-ce qu'ils vont serrer la vis? Et quand ils vont serrer la vis? Je ne sais pas, mais quand les assureurs vont se mettre à serrer la vis, on va tous le savoir, mais il va être un peu trop tard, parce qu'ils ne vont pas revenir en arrière, ça c'est certain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais inviter Denise à venir à la... Moi, ça va être